Dans quelques secondes, ça peut péter là. J'arrive là. On a eu le droit à notre frayeur là. This is the first ski station in Afghanistan. C'est la première fois que je dois prendre une assurance contre les kidnappings. Go to Pripyat, no good idea. Very big radiation. Very fast, very fast. National Guardia. C'est un peu comme si on était à un Disneyland mais vide. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Pour ce numéro de rentrée, nous vous proposons une bonne montée d'adrénaline. Pendant que certains d'entre vous se prélassaient cet été sur une plage ou au bord d'une piscine, d'autres choisissaient des destinations à haut risque, quitte à frôler la mort. Nous partons ce soir pour plusieurs destinations en Asie, notamment en Indonésie. Nous irons sur un volcan en éruption, une zone contaminée par la radioactivité en Ukraine, sur le site de Tchernobyl, ou encore dans un pays en guerre, en Afghanistan. Vous allez voir qu'un nouveau tourisme de l'extrême se développe pour les amateurs de sensations fortes. Vous allez partager donc leurs joies et leurs frayeurs. Un document signé Laetitia Crête sur des images d'Éric Bohringer pour Nova Prod et Enquête exclusive. Nous sommes en Indonésie, sur l'océan Indien. Ce groupe de 8 Français est parti depuis 30 heures, mais personne n'envisage de fermer l'œil. On n'a pas dormi de la nuit. Et la fatigue, on l'entend encore, avec l'adrénaline et tout, qui commence à monter. Un objectif, approcher du Krakatau, un volcan mythique connu pour avoir tué 40 000 personnes lors d'une éruption en 1883. Le guide, c'est Guy de Saint-Cyr. Il parcourt les volcans depuis 58 ans. À partir de maintenant, si ça pète, on la voit là. D'après ces informations, le volcan est en activité. Mais vont-ils voir une éruption? Ça pète. Putain de la madone, ça pète les gars. Ah putain, je suis content là, ça pète mon Dieu. Le volcan crache des panaches de gaz au loin. Un fort. Waouh. Pendant 3 jours, ces passionnés vont essayer d'aller au plus près du cratère. Là, il monte à 300 mètres, 400 mètres. Le bateau arrive juste au pied du volcan, tout près du danger. Ça y est, il nous parle. T'as vu l'incandescence là? Là, on la voyait bien là. Et les blocs qui roulent là. Les blocs, ou bombes, qui tombent jusque dans la mer, c'est de la lave solidifiée. La nuit tombe rapidement, et l'incandescence des blocs est de plus en plus visible. Il monte à plusieurs centaines de mètres et retombe à plus de 200 km/h. S'il frappe un homme, c'est la mort assurée. Mais ça n'empêche pas notre équipe d'accoster. T'as vu, ça a bien pété, hein? Le volcan est perdu au milieu d'un archipel inhabité. Officiellement, il est interdit de s'en approcher en ce moment. Trop dangereux. Mais ils vont dormir sous la tente ou dans un hamac sur ce volcan en activité. Ouais. Soudain, la terre se met à trembler. Ouais, bah, c'est bien. Ça tombe pas loin, hein, c'est derrière la forêt là. Mais c'est terrifiant de dormir à côté de ça. Ah ouais, mais t'as l'ambiance là. Tu sens la terre qui vit là. Toutes les 20 minutes, tu vas voir ta petite pétée qui va te tenir en éveil. Mais ça n'impressionne pas Isabelle. Ouais, non, c'est plus sympa que le boulot. Au contraire. J'ai des amis qui me disent, mais t'es folle de partir, ça sert à rien, c'est que du danger, pourquoi tu fais ça? Ils comprennent pas. Mais nous, c'est notre truc. Et je pense que tout le monde ici, si tout le monde n'a pas versé sa larme, a eu vraiment le gros frisson. D'ailleurs, pour le grand frisson, le groupe est trop impatient. Malgré la fatigue, tout le monde se prépare à monter. Masque à gaz, casque, un rituel de professionnel plus ou moins maîtrisé. Une catastrophe. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Dans ce groupe,
il n'y a que des habitués. Attendez tout le monde. Car pour grimper sur un volcan en activité, il faut de l'expérience. Ne soyez jamais très près les uns des autres. Laissez toujours entre vous au moins 3-4 mètres. De façon que si jamais il y avait des retombées de bombes qui arrivent vers vous, surtout ne partez pas en courant. Ce soir, ces passionnés, pour aller au plus près d'une éruption, vont risquer leur vie. Depuis quelques années, un tourisme de niche se développe. On l'appelle le tourisme de l'extrême. J'arrive là. Chasseurs de volcans ou de tornades, aventuriers en zone de guerre et voyageurs ultra sportifs. Ils sont tous en quête d'adrénaline. Nous avons accompagné ces vacanciers prêts à frôler la mort par passion et pour s'amuser. Là, si ça pète, on sera tous morts. En Afghanistan, nous avons suivi une compétition de ski intense. J'ai mon épaule déboîtée. Au milieu d'un pays en plein chaos. Entre Kaboul Ils nous regardent beaucoup et ils n'ont pas l'air contents de nous voir. et les montagnes reculées de Bamiyan, les aventuriers vont découvrir un monde à part. En Indonésie, Guy de Saint-Cyr n'hésite pas à explorer les volcans en activité. Comme si j'arrachais quelque chose à la vie, quoi, tu vois. Une obsession, s'approcher toujours plus près et rapporter des photos uniques. Les chasseurs de volcans en redemandent. On est peut-être un peu maso, quoi, mais on veut encore des marques au fer rouge. À Tchernobyl, dans les zones les plus dangereuses. Romain et David vont vivre une expérience de survie en totale autonomie. On n'a pas d'eau. Tourisme de guerre, tourisme nucléaire, tourisme de catastrophe, voyage avec les baroudeurs de l'extrême. Retour en Indonésie, à 160 km à l'ouest de Jakarta, sur le Krakatau, encore en éruption. Le groupe sort juste de la forêt qui est au pied du volcan. Les bombes ou blocs de lave peuvent les écraser à tout moment. Voilà une bombe qui est tombée il y a peu de temps. Là. Voilà. Vous voyez, elle s'est cassée en deux. L'impact au sol a creusé des cratères un peu partout. D'ailleurs, regardez, celui-là, il est tout récent. Mais ça, c'est des blocs qui peuvent faire 2-3 tonnes hein, qui tombent là-dedans. 2-3 tonnes qui foncent à plus de 200 km/h. Certains blocs ont même démarré des feux à quelques mètres du groupe. Ah, encore? Hein? Regarde. Pour l'instant, l'intensité des explosions nous permet de continuer à grimper encore. Maintenant, si ça devait monter en intensité, si les bombes arrivaient plus près, ben, à ce moment-là, on verra. Derrière le guide, c'est la même fièvre. Personne n'envisage de faire demi-tour. Je suis super excitée. Et émerveillée, là. En me disant qu'on a une chance de fou d'être là. Ouais, c'est un petit peu d'adrénaline, mais enfin, franchement, avec Guy, moi, je me sens vraiment en sécurité. Il sait s'arrêter. Finalement, ils atteignent une crête, à quelques mètres du cratère. Elles sont à 30 mètres. Si elle te touche, elle te massacre. Waouh! Regardez bien au-dessus. Ce crépitement, ce sont les blocs qui s'écrasent sur tout le cône à quelques mètres du groupe. Mais Guy n'est toujours pas inquiet. Et franchement, ça serait vraiment pas de chance qu'il y ait un bloc qui parte du cratère qui arrive ici quand même, hein. Juste où on est quand même. Et pourtant, quelques secondes plus tard, Ça arrive. une grosse éruption bombarde tout autour du cône. Attention. Ça arrive là. Une pluie de bombes s'abat sur le groupe. Sur cette image,
Sophie, à droite, se retire juste à temps. Elle vient de frôler la mort. Les blocs sont à plus de 600 degrés en sortant du cratère, mais ils refroidissent vite. Sophie va même pouvoir attraper un petit éclat du morceau qui aurait pu la tuer. J'aurais pas gardé un sourire, elle est tombée tellement proche de moi. La balance, pour deux. Hein. Tout le monde est là? Sophie? Oui, je suis là. Quand j'ai senti l'ongle de choc, je me suis dit... Oh, et j'ai tourné la tête et j'ai vu la roche incandescente en 3 morceaux à côté. Je me dis, oups, là j'ai de la chance. Faut que mon heure n'était pas venue. Mais cette dernière explosion a tout de même refroidi Guy. Non, on est trop près. Là, on regarde encore une explosion et si c'est comme ça, on rentre. Là. Pourquoi on en regarde une autre alors? Et tout le monde ici a envie d'attendre la prochaine explosion quand même? Oui. Tant qu'on gagne, on joue. Hein. Shootée à l'adrénaline, l'équipe décide donc de rester encore un peu. Allez, une petite dernière. Attention. Ça arrive au-dessus. À nouveau, ils sont bombardés. Et on n'est pas passé une derrière, là? Ouais. Le groupe est encerclé par les roches incandescentes. L'appareil photo de Fabrice n'est pas passé loin. Heureusement, il a quand même fonctionné. Oh, elle est magnifique. Là, je t'avouerai, on a eu droit à notre frayeur. Là. On en rigole, mais à mon avis, demain, quand on prendra du recul, ce sera pas la même histoire. On se rendra compte qu'on est passé à côté de quelque chose un peu chaud. Voir le spectacle au plus près, c'est aussi prendre des risques. Et ce soir, les chasseurs de lave ont eu leur dose. Alors au Kraka, hein? Il a été quand même vraiment sympa. Hein? Merci au Kraka. Merci Guy. Pour partir avec Guy, l'agence impose une assurance à ses clients. Et pour ce genre d'aventure, ils ne prennent que des habitués qui connaissent les dangers. Les touristes de l'extrême sont en quête de sueur froide. Et pour cela, quoi de mieux que les zones de guerre? Kaboul, la capitale de l'Afghanistan en Asie centrale. L'une des villes les plus dangereuses au monde. Les talibans menacent de reprendre le pouvoir et les attentats se multiplient. En 2018, près de 4000 civils sont morts en Afghanistan. Un record. Les terroristes visent les institutions afghanes, les missions diplomatiques et surtout les Occidentaux. Partir en vacances à Kaboul, c'est de la folie. Pourtant, Hélène est prête pour cette aventure. À 52 ans, cette Américaine aime les défis. Elle a déjà tenté de grimper l'Everest 3 fois. Quelques heures avant son vol, elle nous a envoyé une vidéo. C'est la première fois que je dois prendre une assurance contre les kidnappings. J'ai appris que je valais $1 million. Un collègue m'a dit que je devais plutôt m'inquiéter à cause de ça. À la sortie de l'aéroport, Hélène est immédiatement prise en charge par une agence spécialisée dans le tourisme de guerre. Je pense que je mentirais si je disais que je n'avais pas peur. C'est la première fois que je me dis que quelque chose de grave peut vraiment m'arriver. Pour $2 600 les 10 jours, l'agence prend en charge les déplacements et l'hébergement. Derrière une porte discrète et blindée, notre voiture pénètre dans un hôtel. Aucun signe extérieur, juste des barbelés et des chiens de garde. Cette semaine, Hélène sera avec 2 autres touristes. William, qui arrive de New York, et Inge, un jeune Norvégien de 22 ans. À peine arrivés, les 2 hommes ont déjà eu leur première frayeur. On s'est fait arrêter au checkpoint. Les militaires, ça m'a rendu un peu nerveux. Il a élevé la voix et avait l'air énervé, donc je me demandais ce qui allait se passer. En guise d'accueil, leur guide, Kaussar Hussein, met tout de suite en garde ses clients.
Le problème, c'est les kamikazes. Et avec les attentats suicides, les gardes armés, ça ne sert à rien de toute façon. Ça revient à appuyer soi-même sur la gâchette. Donc la meilleure attitude, c'est d'être discret. C'est pour ça qu'on ne dort pas dans un grand hôtel. Ne prenez pas de photos. Si vous le faites, ils commencent par tirer et après ils discutent. Kawsar a même prévu des vêtements pour ses touristes. Ça va être drôle de porter ça. Rhabillés pour l'aventure, les 3 touristes sont prêts pour leur visite de Kaboul. Une ville abîmée par les guerres successives défile sous leurs yeux. Après la guerre contre les soviétiques dans les années 80, Kaboul a connu le règne des talibans. Depuis 2001, la ville a été gérée par la coalition internationale, puis par les Américains. Chaque endroit de la ville raconte une époque particulière. Voilà la célèbre piscine où les talibans exécutaient des gens. Je peux vous en parler, mais hors caméra. Ne me filmez pas, c'est trop politique. Dans cette piscine, à la fin des années 90, les condamnés à mort étaient exécutés par les talibans. Certains étaient même jetés du plongeoir. Aujourd'hui, avec la présence américaine et la menace des talibans, Kaboul est encore une ville en guerre. Alors face au regard insistant des Afghans, Inge est mal à l'aise. Ils nous regardent beaucoup et ils n'ont pas l'air contents de nous voir. Ils ont même l'air en colère. J'ai l'impression qu'ils nous fixent. Tu sens que tu n'es pas des leurs, ça c'est sûr. Je ne veux pas rester ici trop longtemps. Hélène, elle, ne sent pas du tout le danger et s'éloigne en permanence du groupe. On peut partager le thé? Je peux essayer? Merci beaucoup. Je m'assois. Vous êtes trop gentille. Et ses compagnons de voyage s'impatientent. Hélène, on doit y aller. Malgré la misère, les ballons et les manèges pour enfants émerveillent l'américaine. Hélène est ravie. Elles vont me demander de l'argent, mais je résiste pas. Allez les puces. Une visite express dans une ville marquée par la pauvreté. Le lendemain, les touristes quittent Kaboul aux aurores. Direction les montagnes afghanes à Bamiyan, à l'ouest de Kaboul. Car le but de leur voyage, c'est de participer à une compétition de ski dans 5 jours. Une compétition hors norme et hors du temps. Nous sommes à Kiev, la capitale ukrainienne. Romain et David ont 22 et 20 ans. Et leur passion, c'est l'urbex, ou l'exploration urbaine. Ils cherchent des lieux abandonnés par les hommes. Alors, pas de visite touristique au programme. Les 2 étudiants attendent la tombée de la nuit à l'hôtel. Il est minuit, la journée peut commencer. Moi, je crois qu'on a tout. C'est vraiment la bourre, là. Pour fêter la fin de leurs examens, ils n'iront pas à la plage ou en boîte de nuit. Leur destination est plus radioactive. La zone interdite de Tchernobyl, le lieu de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. C'était le 26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de l'Empire soviétique explose, provoquant un immense panache de particules radioactives sur toute l'Europe. Plus de 9000 morts et 200 000 personnes évacuées. Aujourd'hui, la zone est encore dangereuse et gardée par des militaires. Les jeunes Français vont entrer là-bas de nuit pour éviter la police ukrainienne.
Igor, vêtu d'une tenue militaire. Nice to meet you. Ce guide atypique emmène les touristes en zone interdite pour 300 €. La zone interdite est située à 2 heures de route au nord de Kiev. Les deux amis partent vers l'inconnu. Je pense que ça va vraiment faire en fait. Moi je suis enthousiaste, on verra bien. Grâce à la pleine lune, ils parviennent à avancer dans le noir. Ils entrent dans la zone militarisée de 30 km de rayon. Mais Romain et David ont un problème. Le guide ne parle pas français et très mal anglais. La communication s'annonce compliquée. Ils vont marcher plusieurs heures en silence, sans savoir où ils vont. On est un peu en mode survie là. On pense pas trop à boire de l'eau, à manger, rien du tout. On est fatigué. Après 3 heures de marche, quand le jour se lève, l'ambiance est de plus en plus tendue. Les Français sont visibles et les patrouilles de police peuvent être partout. En cas d'arrestation, ils paieront une amende, mais surtout, ils seront expulsés. On a marché toute la nuit. C'est l'aube, on essaie de pas faire trop de bruit. Tout ce qu'on a entendu, c'est des chiens au loin, c'est ça. La communication avec le guide est toujours aussi compliquée. This is бесконечные. Бесконечные лэпы называется. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Au milieu de la forêt, dans un silence absolu, de rares vestiges de l'époque soviétique apparaissent. Ici, rien n'a changé depuis 33 ans. Pénétrer par effraction dans une zone militarisée, c'est risqué. Mais pour les deux amis, c'est tout le plaisir de l'exploration urbaine. C'est illégal, donc... Oui, tant mieux. Sinon, si ça l'était, ce serait plus Tchernobyl. Faut avoir l'envie de prendre le risque aussi, c'est ça le truc. On aurait pu se faire choper par la police plusieurs fois déjà. Et le hasard fait que non. Et du coup, on est chanceux et c'est un peu comme si on était à un Disneyland mais vide. C'est ça. L'autre risque est invisible, la radioactivité. Ici, les arbres sont contaminés au moins pour les 20 000 prochaines années. Mais contre toute attente, la zone est devenue un refuge pour la biodiversité, comme le montrent ces photos. La nature reprend ses droits. Il est 8 heures, il faut trouver un lieu pour dormir. Avec ce dosimètre, Romain vérifie les rayonnements. Au 0,27, c'est... Alors on pourrait dire que c'est 3 fois plus que Paris. 3 fois plus de chances qu'à Paris d'avoir le cancer. Romain et David vont passer 3 jours en autonomie complète dans la forêt de Tchernobyl. Pendant ce temps, sur le Krakatau en Indonésie, l'ambiance est plus calme. Les aventuriers émergent après une nuit dangereuse. Le temps est clair. Le groupe part observer le volcan depuis le bateau. La première crête, regarde, tu la vois là? Oui, quand même. La crête où on était cette nuit là. La grosse frayeur de la veille est encore dans toutes les têtes. Guy veut être plus raisonnable aujourd'hui. Si on remonte ce soir, on remontera à la sortie de la forêt. Pas plus. Non, mais on est conscient qu'on a eu de la chance. Parce qu'hier, non, je sais pas si vous êtes conscient, vraiment. Quand on a vu les blocs pas loin. Aujourd'hui, notre groupe est plus sage. Il ne faut pas s'approcher du cratère en journée. La lumière du soleil empêche de voir les blocs rougir et le danger approcher. Mais il y a moins prudent qu'eux.
couvert de cendres et d'égratignures, Anton, un jeune Russe, est surexcité. Il est monté presque en haut du volcan. C'était une super expérience. J'aime bien les trucs comme ça, avec de l'adrénaline. C'est ma première fois sur un volcan. Mais faites attention, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux, mais j'aime bien. Anton semble un peu inconscient. Et sa désinvolture choque notre groupe. Je pense que cette vidéo, elle va finir sur YouTube ou un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être pour faire des images un peu fortes, comme ça, pour mettre sur les réseaux. Il va faire ses vues sur YouTube. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un mort bientôt ici. À la différence du Russe, ils vont attendre que la lumière baisse. Mais le groupe craque avant la nuit et s'autorise à approcher au-delà de la forêt. À partir de là, regardez bien, hein. Dès qu'il y a une explosion, regardez, ne bougez plus, regardez. Cette fois, l'état d'esprit du groupe a changé. Derrière Guy, c'est pas prudent, hein, les mecs. certains s'immobilisent. Ces habitués connaissent le risque. Je monte pas, moi. Mais c'est pas prudent. Je le sens pas. C'est pas prudent parce que Je le sens pas du tout. ça pète beaucoup plus qu'hier. La moitié du groupe refuse d'avancer. On fait sécession. On adore ça, mais je le sens pas. Hier, on s'est bien amusé, on a eu de la chance. Moi, je préfère rester à peu près à ce niveau-là pour éviter tout risque inutile. Guy avait promis qu'il ne remonterait pas sur la crête. Mais le voilà, à l'endroit exact où nous avions été bombardés la veille. Le guide parcourt les volcans depuis 58 ans. Il s'est déjà brûlé les pieds dans la lave et a frôlé la mort plusieurs fois. Alors à son retour, c'est le soulagement. Pardonne pour cette fois-ci. On a eu quelques émotions, c'est vrai. Et ça aussi, c'est pas mal. Je vous ai expliqué ce matin qu'à partir d'ici, il y a un risque certain. Donc vous avez bien fait de pas monter. Alors vous allez me dire, mais moi, pourquoi je suis monté? Je peux pas vous expliquer. C'est un moment de vie, un moment, je sais pas. Comme si j'arrachais quelque chose à la vie, quoi, tu vois? Quelque chose de fort, quoi. À 80 ans, le guide semble aveuglé par sa passion. En Nouvelle-Zélande, j'ai eu des amis qui sont morts sur les volcans, qui sont morts suite à une éruption. C'est une mort qui est tout à fait possible. Et je dirais même que je souhaite cette mort plutôt que de mourir d'une maladie dans un lit d'hôpital. Hein. Les volcans, ils m'ont donné tellement de bonheur, tellement de joie que les jours où ils vont me reprendre, et ben ma foi, ils m'ont tellement donné que je trouve que c'est normal. C'est pas grave. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis pas monté parce que voilà, je connais les limites du truc. C'est cette expérience qui fait aussi que voilà, après on prend. Et puis essaie de moins prendre de risques sur un volcan. Une petite Emma, puis une petite femme aussi. Ben voilà, c'est ça. Ah, tu viens de te marier, ça joue aussi, ça. Et bah voilà, quand je me suis couché hier soir, j'ai directement pensé à ma fille. Et voilà. Encore une fois, les chasseurs de volcans se sont fait de grosses frayeurs. Mais c'est aussi ce qu'ils viennent chercher. Je me suis chargé en énergie là, sur le volcan. Et maintenant, je suis détendu, je suis bien, ça va. On est marqué au fer rouge. C'est des grands moments de bonheur et on en veut encore quand on est peut-être un peu maso, quoi, mais on veut encore des marques au fer rouge. Ouais, c'est ça. C'est ça. On veut être maso un peu, on en veut encore. On veut se faire peur. Tu rajeunis d'un seul coup. Les aventuriers prévoient de revenir bientôt. Mais le Krakatau ne ressemblera plus jamais à ça, car une catastrophe va bouleverser la géographie de la région. Changement d'ambiance. Dans les montagnes de Bamiyan, en Afghanistan, la compétition internationale approche. L'armée est mobilisée
avec la présence des touristes, le risque d'attentat est plus élevé. Bamiyan, à l'ouest de Kaboul, est connu pour ses immenses Bouddhas datant du IIIe siècle, détruits en 2001 par les talibans. 18 ans plus tard, la niche du Grand Bouddha est toujours vide et la région très pauvre. Mais nos touristes ne sont pas là pour ça. Nous retrouvons notre groupe qui part s'entraîner pour la compétition. Et ils ne sont pas les seuls à se préparer. Leurs concurrents sont aussi là. Sajjad, notre guide, leur a même trouvé des skis de récupération. Comme ces vieux skis ne servent plus à rien en Europe, ils sont donnés aux Afghans et ils ont une seconde vie. Pour nous, c'est toujours mieux que les skis en bois. Ici, pas de piste non plus. On chausse les skis sur la route et on improvise. Oh, on commence juste par un long échauffement. Rien d'étonnant ici. Juste une journée comme les autres en Afghanistan. Les montagnes de Bamiyan se situent au bout de la chaîne de l'Himalaya, avec 40 sommets à plus de 4500 mètres d'altitude. La course à laquelle les touristes se préparent consiste à monter et descendre un sommet. La montée est difficile. À cette altitude, l'oxygène est plus rare. Mais à la descente, la récompense. Faire sa trace dans une neige complètement vierge. C'est complètement dingue, mec. En Afghanistan, il y a tout de même une vraie piste. Cette année, Sajjad, le patron du club de ski local, s'est lancé avec ses amis dans une petite expérience. C'est la première station de ski en Afghanistan. Tout le monde pensait qu'il fallait un budget énorme pour une remontée, mais on a réussi, juste avec une moto. Une moto, une corde autour de la roue, une autre roue au sommet. Et c'est parti pour 280 mètres de montée à toute allure. Hélène, notre américaine, apprécie. En fait, c'est très rapide. C'est dur de rester dessus. Une autre épreuve improbable pour le pays se prépare. Un championnat de ski réservé aux femmes afghanes. Problème, la plupart des compétitrices viennent seulement d'apprendre le ski. Mais il y a une championne, Fatima. Elle était parmi les premières à skier et elle est très ambitieuse. Je veux être la première femme afghane à participer aux Jeux Olympiques. Après elle, quelques courageux ont suivi. L'équipe est soudée, car il faut se serrer les coudes face au regard de la société afghane. Les gens m'interpellaient. Ils disaient « Toi, t'es une fille, pourquoi tu skis ?» C'est pas pour les filles. Mais j'ai continué. J'ai essayé de ne pas leur prêter attention. Une fois, elle était habillée comme un garçon. Quand on est passé à côté d'un groupe, ils ont arraché son bonnet et tiré ses lunettes. C'est le grand jour. Il est 6 h du matin. Nous retrouvons Fatima chez elle, sur les hauteurs de Bamiyan. Mon bonnet, mon masque, mes gants. Je vais voir s'ils sont bien secs. Son grand frère la soutient. Depuis la mort de leur père, c'est lui le chef de famille. Les femmes représentent la moitié de la société. Si on les empêche de progresser, la société sera paralysée. Il est temps pour Fatima de partir. Mais avant, un appel important. Allô, maman. Merci, maman. Ok, maman, merci. Plus que 3 heures avant le championnat, au club de ski,
Fatima est survoltée. Ça, c'est à moi. Et oui, ce sont les miens. Numéro 6, tu vois pas? Pour cette 8e édition féminine, les spectateurs sont nombreux. Sans surprise, il n'y a que des hommes. Quelques femmes observent à distance. Et tous les touristes sont évidemment au rendez-vous. C'est tellement bizarre. On ne s'attend pas à voir une compétition de ski en Afghanistan, surtout pour les femmes. Mais c'est cool. La discipline est à ses débuts dans le pays. Le tracé du géant est très simple. Et les participantes sont toutes des amateurs. L'événement, c'est surtout de voir des femmes afghanes s'engager dans un championnat. Fatima veut gagner à tout prix. Le départ approche et sa concentration est maximale. Quand tu es à la porte, tu fais comme ça. Tu vas tout droit et puis comme ça. Allez, tu connais le parcours, toi. T'es la star aujourd'hui. Pas de stress. Les 10 participantes commencent à défiler. C'est au tour de notre championne. J'ai été trop lente. Fausse impression. Avec 38 secondes 58, elle détient le meilleur temps pour le moment. Après l'arrivée de sa sœur, la dernière participante, c'est moi qui ai gagné. Elle est sûre d'avoir le titre. Je suis la championne. Fatima est officiellement la championne d'Afghanistan de ski alpin pour la 3e année consécutive. Merci. Les visages des autres filles sont dissimulés pour les protéger des fondamentalistes. 1, 2, 1, 2. Bah alors, faut poser des questions si vous voulez que je vous parle. Fatima, elle, s'affiche sur toutes les télévisions. Mon message, c'est que les femmes afghanes sont toutes des héroïnes. Il faut y croire. Il faut se dire qu'on peut tout essayer. Quand on veut, on peut. Les touristes observent. Bientôt, ce sera leur tour de se lancer dans une compétition unique. La grande course internationale. Américains, Suédois, Canadiens, Australiens. Ils sont une dizaine à être venus pour se mesurer aux Afghans. Retour à Tchernobyl. Pour nos jeunes Français, pas de compétition en vue, mais le réveil pique un peu. En fait, je me suis évanoui de fatigue. Je me suis vraiment endormi longtemps. Instantanément, je me suis endormi. Faut se faire au bruit de la forêt, mais une fois qu'on s'y est fait, ça va. Après 4 heures de sommeil dans cette forêt radioactive, les amis doivent reprendre la route en direction de la centrale nucléaire. Ils ont un objectif. Approcher des vestiges d'un réacteur nucléaire de Pripyat, à côté de Tchernobyl. Mais les patrouilles de l'armée sont toujours là. Les amis ont eu peur. Et ils vont peut-être bientôt se retrouver seuls. C'était convenu à l'avance, Igor, le guide, doit les laisser là. Avant de faire demi-tour, il leur montre le chemin vers la ville de Pripyat, juste à côté de la centrale. L'itinéraire sur le téléphone indique une marche de 5 heures dans la zone la plus dangereuse. This is still Pripyat, but this big red forest, very big radiation, very fast. Ouais, ça a l'air faisable, en essayant d'esquiver les patrouilles et les voitures de police, mais à l'heure où on arrivera, il ne devrait plus y en avoir beaucoup. On les verra venir de loin vu qu'il fera nuit. Pour David, il est irréaliste de continuer sans guide. Avec la fatigue, des tensions commencent à se faire sentir. Okay. Non, mais c'est débile. Pas du tout. Tu vas mourir. Mais non.
Non, c'est de la marche. Bon, c'est la pleine lune, du coup, de nuit, ça se fait, sans lampe. Oh là là, mais... L'asphalte se rejoint assez. Même le guide est sceptique. Il cherche tous les arguments pour les décourager. Go to Pripyat, no good idea. Oh. No good. Non, mais moi, ça me passionne. Bah, ouais. Wild animal. Police. National Guardia. National Guardia... Sans expérience, les deux jeunes s'exposent à beaucoup de risques. Est-ce que je envoie la chandelle? Est-ce que je peux pas prendre un tour opérateur à 80 € la journée, puis juste y aller une journée, et puis voilà? En effet, pour parcourir cette immense zone de 2600 km², il y a des moyens plus simples. Si les deux Français préfèrent l'aventure clandestine, à Tchernobyl, on peut aussi prendre un bus pour 80 € la journée. Les agences touristiques sont autorisées car elles travaillent avec l'armée et suivent des règles très strictes. On est loin des nuits à la belle étoile. On ne peut pas manger dehors, car dehors vous pourriez avaler des particules qui sont dans l'air. Ne mettez pas vos affaires par terre, ne vous asseyez pas. Si vos affaires sont contaminées, on sera obligé de les laisser. En fait, Tchernobyl est l'activité touristique la plus populaire d'Ukraine. Un vrai parc d'attractions. Vous avez combien de touristes par an? Beaucoup. C'est dur de donner un chiffre. Mais là, c'est environ 500 personnes par jour la semaine. Et le week-end, c'est 1000 à 1500 personnes. C'est énorme. Ces 12 touristes, de toute nationalité, viennent voir les vestiges de la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Tous sont conscients de l'ampleur du drame. Quand l'espèce humaine disparaîtra, ça ressemblera sûrement à ça. Les maisons ont été désertées du jour au lendemain. En partant, les habitants ne pensaient s'absenter que quelques jours. La plupart n'ont pas survécu aux radiations. On estime qu'au moins 9000 personnes ont été tuées directement par la catastrophe. C'est un lieu important. Les gens devraient tous visiter au moins une fois dans leur vie Tchernobyl et les camps de concentration. Les grandes tragédies humaines. Ici, on peut voir toutes les destructions dont l'homme est capable. Mais les risques sont toujours là. Et l'attraction la plus appréciée, c'est la mesure du taux de radioactivité. Le métal est particulièrement dangereux. Là, c'est à 92. La limite en Ukraine, c'est 0,3. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester ici trop longtemps. Ici aussi, on aime sa petite dose d'adrénaline. C'est un peu terrifiant. Hein. Mais la radioactivité peut aussi être enfouie dans les bois. D'ailleurs, à quelques kilomètres de là, nos Français continuent à y être exposés. Ils sont partis depuis 15 heures. Je suis pas censé ramasser ça, ouais. Je suis un peu con. Du métal. Le guide a accepté de les accompagner un peu plus, mais la situation se complique. On n'a pas d'eau. C'est vrai que factuellement, si on n'a pas d'eau, ouais, ça va être dur. On va pas faire le retour. Ils sont maintenant au milieu de la zone interdite de Tchernobyl, mais pourront-ils aller jusqu'au bout? Trois semaines après notre départ du Krakatau, le 22 décembre 2018, un événement géologique rarissime s'est produit. Une éruption a provoqué l'effondrement du volcan et un tsunami. Plus de 600 morts et 40 000 personnes évacuées. Dans les jours qui suivent, les éruptions continuent, soulevant de grands nuages de cendres. Mais Guy, lui, n'a qu'un objectif, emmener un groupe sur le volcan écroulé.
À l'aéroport, il a donné rendez-vous à d'autres habitués qui connaissent bien le Krakatau. Ils n'ont pas hésité à partir en urgence. J'ai réservé 2 bateaux. Hein, et les gars, je leur ai dit que vous voulez y aller, quoi. Le gouvernement indonésien interdit d'approcher du Krakatau à 5 km à la ronde. Le groupe n'est pas sûr de pouvoir atteindre le volcan. Mais ils foncent prendre le bateau, sans même se soucier de la météo. Et pendant que certains sont malades, l'équipage se rend compte que le bateau a un petit problème. On prend de l'eau. On prend de l'eau et on a une panne de moteur. Finalement, le bateau redémarre. Les touristes sont trempés, mais de bonne humeur. Et il faudra 5 heures pour voir enfin apparaître le nouveau Krakatau. Tout s'est effondré. C'est impensable. Oh, là, c'est bien. Une forêt centenaire qui a disparu. Putain. Le cratère, dont la bouche culminait à 318 mètres, est désormais au niveau de la mer. Plus de végétation, plus de plage, uniquement un immense tas de cendres. Jamais j'aurais imaginé voir un Krakatau comme ça. Hein. Jamais. Guy n'a qu'une hâte. Ah, j'ai trop envie. Faire le premier pas sur le sol encore chaud du volcan. Victoire. Les Français ont bravé les interdictions. J'y crois pas. On y est arrivé comme ça. Incroyable. Ils sont les premiers à marcher sur le nouveau Krakatau. On dirait les premiers lampes sur la Lune. Je viens d'assister à un phénomène que je rêvais de voir un jour. Et depuis maintenant 56 ans que je fréquente les volcans, ben c'est la première fois que je vois ça. On l'a eu. On l'a eu. La dernière éruption était il y a seulement 5 jours. Mais les passionnés s'attaquent tout de même à la montagne de cendres. Le terrain est compliqué et il faut trouver son chemin dans cet immense labyrinthe. Arrivé en haut, ouais, on est au-dessus là. Guy n'en revient pas. Fabuleux. Fabuleux. Tu sais ce que je ressens? Comme la première fois que j'ai fait l'amour. La même chose, le même bonheur, la même inquiétude. On est là. On y est arrivé, ouais. Quand je vois ça, ça m'émeut un peu. Je le fais pas voir, mais ça m'émeut et puis ça me rentre dedans, hein, dans les tripailles, et puis bon, faut le vivre avec. Allez, santé à tous. Merci. Et au Kraka. Et que ça pète. Alors que tout le monde se détend, le guide reste méfiant. Là, on est content, on est heureux, tout se passe bien. Mais dans quelques secondes, ça peut péter, là. Hein. Vous allez résister à descendre? Oui. 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 Parce que je suis pas seul. Mais Guy va encore faire le contraire de ce qu'il dit. Il décide de s'aventurer un peu plus bas et tout le monde le suit. En fait, pour suivre Guy, je réfléchis un peu à 2 fois quand même. Mais on le voit en fait quand il commence à rôder un peu, ça le démange. Et on se dit, bah ça y est, il nous prépare un coup. Quoi. Là, si ça pète, enfin, on sera tous morts. Hein. Ça fait rire? Ouais, ça fait un peu rire. Bon, bah, on espère comme revenir vivant, quoi. Devant, Guy n'a pas l'air rassuré non plus. On est complètement fou. Là, c'est de la folie ce qu'on fait.
Finalement, le groupe s'installe à une centaine de mètres du lac de cratère. L'addiction de Guy l'a encore emporté. J'ai vraiment du mal à m'en passer, toi. Là, normalement, j'aurais dû déjà raccrocher, hein. Mais j'y arrive pas. Mais si le spectacle naturel est fabuleux pour les touristes, le volcan reste meurtrier. À 50 km de là, dans le village de pêcheurs de Carita, le tsunami provoqué par l'Ana Krakatau a détruit des familles entières. En revenant sur la côte, les Français sont confrontés à la réalité. Son fils, de 4 mois, il est mort dans le tsunami. Il était devant la maison quand la vague est arrivée et la vague a arraché le bébé de ses mains et l'a emporté. Certains aventuriers prennent soudain conscience du drame. Le contraste est difficile à supporter. Cette dame qui s'est prise contre moi et commençait complètement à pleurer et m'a montré que c'était ici sa maison. On part quelque chose de merveilleux. On revient en quelques heures sur les lieux de catastrophe. La cataclysme, je pense que le passage est très dur aussi. Les habitants du village n'ont même pas reçu les premiers soins. J'ai très peur de ce volcan. J'ai peur que ça se reproduise. Je suis traumatisée, monsieur. Ça me stresse beaucoup. Regarde l'eau qui est dessous. Le mur qui a écroulé, qui lui est tombé dessus. Face à l'ampleur du désastre, Guy est embarrassé. On va essayer de faire une caisse, tu vois, chez Aventuré Volcan pour leur envoyer un peu d'argent quand même. J'y avais pensé un peu avant, mais tu sais, tant que t'es pas confronté vraiment à la situation, quand tu vois pas la misère des gens, bon... Mais là, franchement, tu peux pas rester insensible, tu dis, faut faire quelque chose quand même. Guy et ses amis sont les premiers à avoir posé le pied sur le nouveau volcan. Leur aventure a fait scandale. Le ministre de l'énergie indonésien a même déclaré qu'ils étaient interdits de séjour dans la région. À Bamiyan, c'est le jour de la compétition pour nos touristes. Mais il va falloir composer avec les contraintes locales. Bloqués par la neige, des dizaines de véhicules sont immobilisés. Les participants vont devoir terminer à pied. Super, on va voir ce que ça donne maintenant. Au moins, on est à égalité. Tout le monde est coincé en bas, donc tout le monde doit y aller à pied. C'est juste. C'est ça l'Afghanistan. Je m'attendais pas à moins. L'organisation est un peu précaire. Mais pour les Afghans, cette course est importante. Les 44 participants s'entraînent depuis des mois pour battre les étrangers présents. Et surtout pour le premier prix. 10 000 Afghani, soit 110 €. Plus de 2 mois de salaire moyen en Afghanistan. Dès le début, la différence se fait. Les Afghans courent dans une neige profonde. Le rythme est impossible à tenir pour les étrangers. En plus de la montée de 350 mètres de dénivelé à 4000 mètres d'altitude, les difficultés se multiplient. Rapidement, le temps se couvre. Les étrangers tiennent le rythme difficilement. Ils sont encore à bonne distance quand le premier Afghan atteint le sommet et entame la descente. Le champion de l'Afghan Ski Challenge 2019 termine son parcours en 26 minutes. Pendant ce temps, au sommet,
Les premiers étrangers doivent encore préparer le matériel pour la descente dans un vent glacial. Inge, le jeune Norvégien, a pris beaucoup de retard. J'ai voulu aller au rythme des Afghans au début. J'ai tenu 100 mètres, mais après j'étais trop fatigué. Mais soudain, il s'effondre. Inge semble bloqué. Avec la fatigue, une vieille blessure à l'épaule est réapparue. J'ai mon épaule déboîtée. Appelez l'organisateur. Le jeune homme ne peut plus faire de mouvement. Par chance, Hélène, l'américaine, est médecin. Elle vient d'arriver. Hélène parvient à replacer l'épaule rapidement. Mais Inge va devoir trouver la force de descendre, sans aide. Les Afghans défilent à l'arrivée. Rapide, mais pas très technique. Et finalement, les premiers étrangers à franchir la ligne ne sont que 14 et 15e. Oh là là, c'était dur. On l'a fait. Quelle course! Un quart d'heure plus tard, Inge rejoint l'équipe, affaiblie. C'était l'enfer de monter là-haut, hein? Je pensais pas que tout le monde serait aussi rapide. Quelques-uns, ok, mais pas tous les Afghans comme ça. Les Afghans ont bien mérité leur victoire. Mais les touristes ont aussi le droit à leur heure de gloire. Leur présence donne un espoir à cette région très pauvre. Malgré l'instabilité du pays, Bamiyan prévoit d'attirer de plus en plus d'aventuriers dans les années à venir. D'autres ne sont pas au bout de leur peine. Romain et David sont épuisés et sans eau. Le parcours du combattant continue dans la zone d'exclusion nucléaire de Tchernobyl. Après plus de 15 heures, une nouvelle étape est franchie. Il voit apparaître l'un des symboles de l'Empire soviétique, Douga. 2 immenses antennes qui ont servi de radar transhorizon pendant la guerre froide. C'est un peu la récompense après 40 km de marche. Ça, c'est un endroit vraiment exclusif. Problème. Cette fois, Igor veut les laisser là. Et ses conseils sont incompréhensibles. CNPP. 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 CNPP? Yes. Chernobyl Station. Ok. Il reste plus de 20 km jusqu'à leur objectif final. Mais seul, c'est dangereux. Vous continuez pas jusqu'au village? Ça va être probablement difficile au vu de nos ressources. On a failli avoir de l'eau en plus, mais finalement on n'en aura pas. Et déjà, ce qui nous reste, ça nous permettrait juste de faire la moitié, et encore. Les 2 amis décident d'abandonner. La découverte de Tchernobyl s'arrête ici. Mais pour d'autres, le voyage est loin d'être terminé. C'est au tour des clients de l'agence de tourisme de découvrir l'antenne soviétique. C'est ce qu'on appelle être sous le radar. Très drôle. Pour eux, la ville de Pripyat, c'est l'affaire de 20 minutes en bus. Et ils auront le droit au tour complet. Le cinéma soviétique, le gymnase, le parc d'attractions qui devait être inauguré 4 jours après la catastrophe. Pripyat était une ville nouvelle, modèle de l'architecture soviétique. Aujourd'hui, les arbres sont partout et il ne reste qu'une ville fantôme.
On est dans une grande ville, mais pas un bruit, juste les oiseaux. Le clou de la visite, c'est d'aller au plus près de l'origine de la catastrophe. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire. Il est recouvert d'un dôme de confinement grand comme le Stade de France. C'est pas pire que de prendre l'avion. Les touristes sont conquis. Pour les photos, ils ne disent pas cheese, mais... Et avant de quitter les lieux, passage obligatoire par le portique de sécurité avec des détecteurs qui vérifient le taux de radioactivité, notamment sur les mains et les pieds. Avec près de 100 000 visiteurs par an, Tchernobyl est devenu le symbole du tourisme de catastrophe. Mais quelle sera la prochaine étape pour nos aventuriers de l'extrême? L'espace, sans doute. Dès 2020, les agences de voyage proposeront des séjours en station spatiale. En attendant les premiers voyages dans l'espace, c'est en Afrique que les touristes les plus avides de sensations fortes peuvent partir à la rencontre d'animaux sauvages. Au Botswana, il est désormais possible pour les plongeurs les plus aguerris de se donner quelques sueurs froides avec les crocodiles. Depuis une dizaine d'années, Vince Chak, un Sud-Africain de 43 ans, et son équipe plongent avec ces grands prédateurs. Hello. Hello, Bernard. Hello. How are you doing, Vince? Yes, mate. Jump. Thank you. How you doing? Hi. This is Matt. Hello. Nice to meet you. Bernard. Hello, Richard. Lui, c'est Richard. Il va garder un œil sur nous lors des plongées. Nous découvrons notre camp pour les jours à venir, Spartiate. Ok, donc la première plongée, c'est demain matin. Hein? Oui, c'est ça. On commence demain matin. Et donc, si je traverse le fleuve à la nage, je ne risque rien? Non, non, ça serait votre dernière baignade. Car si vous nagez à la surface, pour le crocodile, vous ressemblez à une proie qui fait des éclaboussures, du bruit, des vibrations dans l'eau. Et quand le croco entend tout ça, il pense à un animal en détresse. Et un animal en détresse, pour lui, c'est de la nourriture. Ok, on va voir ça demain. Tout ça est sûrement difficile à croire, mais vous verrez par vous-même. Le lendemain, à 8 h du matin, tout le campement est sur le pont. À ce moment de la journée, l'eau est encore assez froide pour maintenir les crocodiles dans un état quasi léthargique. Nous avons à peine 2 heures avant que l'eau ne se réchauffe. Après, ça serait trop dangereux. L'exercice est périlleux car le crocodile du Nil est une espèce très agressive. Tous les mâles viennent dans le canal principal pour se reproduire. C'est pour ça qu'il y a tous ces gros crocodiles. Ils sont énormes, hein? Ça vous donne une idée des spécimens qu'on peut voir ici. Avant la première plongée, Richard nous briefe sur la descente qui doit se faire au plus vite au fond de l'eau. En plus ici, il faut s'habituer à l'obscurité et être capable d'entrer dans ces grottes sans avoir peur de tomber nez à nez avec quelque chose. Tout est dans la tête. Le courant est fort et nous remonte parfois à la surface, là où nous devenons des proies pour les crocodiles. Richard, notre garde du corps, nous pousse alors énergiquement vers le lit du fleuve. En cas d'attaque, ce harpon est notre seule protection. Soudain, notre guide nous fait signe. Juste au-dessus de nous, un jeune mâle se repose. Pour notre première plongée, l'équipe ne prend aucun risque. Pas question encore d'approcher la bête de trop près. Nous faisons signe au capitaine pour regagner le bateau. Déjà sous l'eau, nous retirons nos bouteilles d'oxygène pour remonter le plus vite possible. Vous voyez son ventre blanc, il devait faire 2 mètres, 2 mètres et demi. Il était posé sur des branches, sur des roseaux. On était juste en dessous. Le courant était très fort.
Oui, tellement fort que les bulles d'air, au lieu de remonter, elles descendaient. Comment vous est venue l'idée de plonger avec les crocodiles? Ça n'a pas vraiment été une idée, ça a été une erreur. Un jour, on a plongé et on est tombé nez à nez sur un croco. On est remonté dans le bateau à toute vitesse. Mais le croco n'a pas essayé de nous attaquer, alors on a réessayé. Nous effectuons plusieurs plongées qui permettent à l'équipe de s'assurer de nos réactions. Car même pour des plongeurs expérimentés ou de grands aventuriers, l'exercice reste dangereux. Quelques mois avant notre venue, une équipe de tournage en a fait les frais. À l'aide de son harpon, Richard a dû intervenir. Il a visé la partie sensible de l'animal, juste à l'arrière de la mâchoire. Cette fois-ci, heureusement, l'histoire s'est bien terminée. Vince a repéré un très gros crocodile qui a la réputation de régner en maître sur son territoire. One, two, three. Nous nageons quelques mètres et tombons sur la queue impressionnante d'un crocodile. L'animal est d'une taille colossale et ses dents acérées nous font froid dans le dos. Pour Bernard, c'est une sacrée expérience. Celui-là, c'est un vrai poids lourd. C'est de la folie. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut être un peu dingue pour faire ça. C'est pour ça que moi, je préfère rester sur le bateau. L'animal mesure plus de 4 mètres de long. Il se laisse pour l'instant approcher. De près, de très près, puisque nous pouvons même compter les écailles sur sa queue. 16 en tout. Mais cela sera de courte durée. Dérangé par notre présence, d'un battement de queue, le mastodonte disparaît dans le sens du courant. Nous sommes restés là pendant 10 ou 12 minutes et il n'a pas bougé. Et il ne nous a pas vus? Si. Il peut nous voir, mais pas très bien. Il peut surtout nous entendre. Il savait parfaitement où on était. Et après, au bout d'un moment, il est parti. Oui, il s'est échappé. En effet, il garde toute son énergie pour son cerveau. Pour garder ses fonctions vitales et son cœur en marche, ses sens en éveil. Et si jamais il utilise sa queue pour bouger, il dépense une énorme quantité d'énergie. Combien de temps il peut rester sous l'eau? Certains crocodiles peuvent rester jusqu'à 6 heures sous l'eau. Ça dépend des situations. S'ils se retrouvent dans une situation où ils se disent « c'est la vie ou la mort », ils vont éteindre leur corps comme une machine. Leur rythme cardiaque va descendre à une pulsation par heure. C'était un mal magnifique. Pour cette expérience hors du commun, réservée à seuls quelques touristes bien entraînés, il faut compter 7 jours d'expédition et 18 000 €. Plus au sud de la région, c'est un autre animal qui nous attend. Star des safaris, l'éléphant n'a rien de très inquiétant au premier abord. Mike Reed, un guide sud-africain, nous emmène sur les pas de l'animal emblématique de la brousse africaine. Ici, nous avons les traces de quelques éléphants qui sont passés dans la nuit. Celle-ci? Oui, c'est certainement une femelle. Comment savez-vous que c'est une femelle? Parce qu'à côté de la grosse empreinte, il y en a des toutes petites, celles des éléphanteaux. Les empreintes sont fraîches. Comment voyez-vous ça? Eh bien, c'est parce que les empreintes n'ont pas encore été effacées par le vent. Les empreintes sont récentes, ce qui inquiète Mike. Il sait que le troupeau n'est pas très loin d'ici, alors par précaution, il arme sa carabine. Les éléphants peuvent être agressifs? Parfois, mais c'est rare. Et il ne vaut mieux pas se trouver sur leur route.
Soudain, nous les apercevons à peine à quelques mètres de nous. Venez ici. Ils sont avec des petits. Il faut être très prudent. Un troupeau avec des petits va toujours les protéger et ils peuvent être très agressifs. Regardez, les éléphantaux sont au milieu. Il faut mieux leur laisser de la place. Ils commencent à se détendre. Je pense qu'ils vont partir. Comment savez-vous qu'ils sont détendus? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas dressé leurs oreilles et ils se tiennent à l'écart. Ils vont sûrement se calmer dans une minute et ils vont commencer à brouter. Si nous restons ici, nous sommes en sécurité et nous ne les dérangeons pas. Et ils commencent à s'éloigner. Ils vont disparaître, hélas, me semble-t-il. Petite erreur de jugement. Certains éléphants montrent de vrais signes de nervosité. Tout à coup, deux femelles se dirigent vers nous. Attention, rapprochez-vous du véhicule. Restez immobile. Immobile. Ils se rapprochent. Attention, ne bougez pas. Ok, mais ils s'approchent encore. Oui, elles avancent. Ok, attention, tout le monde dans la voiture. Le caméraman, lui, est toujours en dehors du véhicule. Géraud, derrière toi. Fais gaffe, Géraud. Les éléphants le rappellent à l'ordre violemment. Il ne faut jamais courir. Mais je n'ai pas couru, j'ai juste sauté dans la voiture. On ne doit pas partir? Non, on peut rester, je pense. Il faut rester tranquille, les laisser faire ce qu'ils veulent. C'est bon, on peut descendre. Le spectacle est fini. Mike pense à ce moment-là que le danger est écarté. Il va même jusqu'à désarmer sa carabine. Alors l'alerte est passée? Oui, c'est fini. Et pourtant, les éléphants reviennent. Toujours plus vite, toujours plus près. Mike est dépassé par la situation. Lui aussi doit se mettre à l'abri. Allez, on s'en va. Mike nous confie même son fusil pour l'avoir à portée de main. Tout le monde va bien? Ils nous suivent, c'est vraiment très bizarre. Quelque chose a dû les perturber et les rendre agressifs. Mais quoi, par exemple? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont été chassés. Par des braconniers? Oui, je pense. Effectivement, quelques semaines avant notre arrivée, un massacre s'est produit dans la région. Des braconniers ont abattu 5 éléphants. Mike pense qu'ils appartenaient au troupeau que nous avons rencontré. En mai dernier, le Botswana a réouvert la chasse aux éléphants pour les touristes. Apparemment, trop de pachydermes sur le territoire qui auraient des effets néfastes pour l'agriculture locale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine, Enquête exclusive vous plonge dans l'enfer carcéral des mineurs aux États-Unis. Dès l'âge de 10 ans, un enfant peut être arrêté, jugé et jeté en prison. Ils sont aujourd'hui 65 000 derrière les barreaux. Même régime que pour les adultes. Ils sont enfermés dans leurs cellules 23 heures par jour. Ils ont droit à une douche et à 1 heure de récréation. Des mineurs incarcérés parfois jusqu'à perpétuité. Je pensais qu'en le tuant, tous mes problèmes seraient résolus. Et que j'aurais une belle vie. C'est l'état d'esprit d'un garçon de 15 ans immature. Certains purgent leur peine dans des prisons pour adultes, où ils ont 5 fois plus de risques d'être violés qu'un autre détenu. On ne peut pas mettre d'enfant là-dedans. C'est pas juste. C'est juste un gamin. Dans l'Utah, un établissement pour mineurs a pourtant décidé d'avoir une approche plus humaine. Ils voulaient m'envoyer dans une prison pour adultes, où j'aurais fait entre 15 ans et perpétuité. Et de miser sur la réinsertion. Si on les traite comme des enfants, alors ils vont changer leur attitude et se comporter comme tels. Enquête sur un pays qui choisit la manière forte pour punir sa jeunesse. Face contre terre, allongez-vous par terre, par terre.
États-Unis, le scandale des enfants en prison, c'est dimanche prochain dans Enquête exclusive. Voilà, c'est la fin de cette émission. Réalisation plateau, Marc de la Villardière. Rédaction en chef d'Enquête exclusive, Jean-Marie Tricot et Bertrand Deveau. Production, Marie Cerda. Bonne soirée sur M6.